Mais en fait, je porte tout le temps les mêmes vêtements. Mais c'est dégueulasse! Bienvenue à Baguette Records. Le contexte. Le contexte, c'est quelque chose de difficile à appréhender. Et pourtant, c'est un facteur important sur l'écoute. Le contexte dans lequel on écoute un album définit souvent, pour longtemps ou même pour toujours, l'idée qu'on en a et l'endroit où il nous fait voyager. C'est à cause de ça qu'une chanson aussi déprimante que The Sound of Silence de Simon & Garfunkel peut nous ramener à un moment romantique de notre existence. Mais à l'inverse, et c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo, la musique peut elle aussi nous faire voyager dans le contexte de son enregistrement. Finalement, la musique, ce n'est rien d'autre qu'un échange de sentiments entre l'artiste et l'auditeur. C'est pour ça qu'aucun artiste n'est totalement propriétaire de son œuvre. Elle n'est complète qu'au travers de l'impression individuelle de tout à chacun. Putain, c'est beau. Et donc aujourd'hui, vu que les vacances sont terminées et que le froid va gentiment venir nous faire chier, on va aller s'intéresser à une région du monde particulièrement froide. La Californie. Surtout que c'est une région particulièrement riche en termes de putain de bons groupes. Mais pourquoi ? Bah déjà parce que cette région avait dès le départ tous les ingrédients pour produire un maximum d'artistes. Comme le reste des États-Unis d'ailleurs, elle est le fruit d'un véritable melting pot de cultures anglo-saxonnes, latines et africaines. Ajoutez en plus à ça l'essor de la Silicon Valley qui fait de la Californie une région plutôt riche, et Hollywood, et vous obtenez un gros phare à culture qui nous allume à tous la gueule. Et il reste plus qu'à nourrir nos oreilles. D'abord agrémenté par le blues d'artistes comme T-Bone Walker ou Charles Brown dans les années 40, le premier gros événement qu'on peut relier à la musique mainstream est l'arrivée de Elvis Presley dans le cinéma hollywoodien des années 50. Bon, le seul problème, c'est qu'il est surtout venu là pour faire l'acteur et pas trop pour jouer de la musique. Du coup, il faudra attendre 61 pour que l'histoire de la Californie débute réellement. Chez les Wilson, on a l'oreille musicale. Enfin, que d'un côté pour Brian, qui, bien que pourvu de l'oreille absolue, est sourd de l'autre, depuis que son père l'a fracassé contre un mur. Ce qui ne l'empêchera pas de montrer son génie et de devenir épaulé de ses deux frères Dennis et Carl, de son cousin Mike Love et de son poteau Al Jardine, me demandez pas pourquoi, le leader d'un groupe appelé The Beach Boys. Alors que Papa Fracasse prend en charge le management du groupe, il va s'avérer qu'ils vont pas faire de la merde. Inspirés par le rock'n'roll d'artistes comme Chuck Berry et du doo-wop d'artistes comme les Platters et les Penguins, ils vont se lancer dans un style de rock'n'roll bien particulier et y exceller, le surf rock. Créé par des artistes comme Dick Dale ou Link Wray, ce style de rock inspiré à la fois du rock'n'roll et de la culture du surf, pourvu de la reverb ultime, devra donc son succès aux Beach Boys qui en 62 sortent le titre Surfin', qui connaît un certain succès. Mais c'est en 63, avec leur deuxième album Surfin' USA, que le groupe va poser ses coronets sur la table en atteignant la place de numéro 2 dans les charts. S'en suivra la sortie d'une bonne tripotée d'albums plus pop et expérimentaux, dont l'excellent Pet Sound, considéré comme un pionnier des albums concept. A l'époque, les Beach Boys font partie de la petite poignée d'artistes américains capables à coups de reverb et d'harmonie exceptionnelle de faire face à la vague anglo-saxonne, soulevée par leurs amis les Beatles. Et c'est à eux qu'on doit l'image que l'on a de la Californie. Les palmiers, les filles en maillot, la plage, le surf, les chemises à fleurs, tout est de leur faute. Mais comme on dit, après la plage, le LSD. Et oui, les hippies aussi aiment bien se la griller au soleil, pour sentir les good vibrations des Beach Boys, qui se rallieront totalement au mouvement hippie avec ce titre en 66. Et alors que Brian sombre dans la dépression et que son cousin Mike se barre en Inde pour méditer avec les Beatles, d'autres groupes émergent depuis les bas-fonds du psychédélisme, comme dans la région de San Diego avec les Iron Butterfly et leur titre Inagada Vida, mais surtout dans la zone de San Francisco avec des groupes comme The Grateful Dead ou les Jefferson Airplane, qui seront les têtes de proue de ce que l'on appellera le San Francisco Sound. Une scène qui s'est développée dans cette ville californienne entre les années 60 et 70 en plein mouvement hippie, qui se caractérise par de longues périodes d'improvisation psychédélique, comme pouvait le faire donc The Grateful Dead ou de l'autre côté de l'Atlantique, Cream, et une basse au premier plan. Ce mouvement a eu une forte influence à l'époque et a même vu naître des artistes comme le guitariste Santana, qui a débuté sa carrière dans ce jus de confiture.
Mais ce qu'il y a de bien avec la Californie de cette époque-là, c'est qu'au lieu d'avoir une capitale musicale, elle en a deux. Et alors que le San Francisco Sound fait son bout de chemin, Los Angeles ne dort pas pour autant. Avec notamment des groupes comme The Byrds et leurs sons mêlés de folk et de psychédélisme, comme le témoigne leur reprise de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Mais aussi les Doors, avec leur son... Alors les Doors, c'est un groupe absolument génial, formé en 65 et composé de 3 musiciens de talent et d'un chanteur-poète hyper charismatique. Fraîchement sorti d'une école de cinéma, le talentueux et très sulfureux Jim Morrison, alors vivant sur un toit, croise sur la plage son voisin de classe et pur badass au clavier, Ray Manzarek. Et ils décident ensemble de monter un groupe. Ils recrutent le batteur John Densmore qui vient de commencer la batterie et le guitariste de flamenco Robbie Krieger qui composera d'ailleurs un des premiers succès du groupe, Light My Fire. Leur premier album éponyme est donc un franc succès, mais surtout grâce au titre de Krieger. L'ensemble de l'album étant pourtant de très bonne qualité, Jim était trop en avance sur son temps. Marqués de sons à la fois bluesy, psychédéliques et latins, les textes de Jim Morrison sont profonds et même dérangeants pour beaucoup. Les Doors deviennent un groupe très populaire, mais la personnalité sulfureuse de Jim Morrison leur donnera aussi une sale réputation. Jim Morrison faisant par exemple allusion au complexe d'Oedipe de Freud, en inventant une histoire de mec butant son père et baisant sa mère, tout en ajoutant le son. Et il l'a pas fait qu'en live, il l'a aussi fait sur l'album, donc c'est enregistré. Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Bref, les albums se multiplient, tous reflétant les talents de chacun des membres du groupe, mais le comportement provocateur de Jim Morrison et son profond enlisement dans la drogue ralentiront les sorties d'albums, et Jim Morrison finira par rejoindre le club des 27 en mourant à Paris en 1973. Il est d'ailleurs enterré au cimetière du Père-Lachaise avec nos chers poètes français. Mais ça, on s'en bat les... Le son des Doors est à la fois éclectique et profondément marqué par la Californie. Les prises de LSD la nuit sur la plage, le soleil, la scène psychédélique de l'époque, le désert et les longues routes californiennes, même le climat de la région ont parfaitement été capturés par ce groupe. Ou du moins, ce qu'on s'en imagine. Et les années 70 ne vont pas sonner le déclin des scènes californiennes. Alors, pas du tout quoi, hein. La région va regorger d'artistes en tout genre. Avec des groupes de rock country comme Fleetwood Mac ou The Eagles et leur succès planétaire Hotel California, mais aussi avec le funk californien, de groupes comme Sly and the Family Stone et surtout War, et leurs nombreux succès comme Why Can't We Be Friends, The World Is a Ghetto ou Lowrider, ou encore le rock latin de Santana, qui ressort de la période psychédélique chargée comme pas possible et va faire bader tout le monde avec son jeu de guitare. En fait, il va être tellement énorme que ces musiciens vont même se sentir pousser des ailes pour monter leur propre groupe. Journey. Et bien évidemment, ils connaîtront eux aussi le succès avec leur bon vieux son de rock des années 80 que tu voudrais imiter, tu pourrais même pas tellement c'est authentique. En fait, je crois que le seul artiste qui suppute encore plus cette époque, c'est Huey Lewis. Aussi californien, ça va de soi. Et en plus, du côté du glam metal, les membres de Motley Crue et Quiet Riot ne manquent pas de représenter cette petite région. Mais alors que tout ce petit monde crapahute dans les charts, une scène underground va voir le jour dans les caves californiennes à grands coups de power chord dans ta gueule. Alors que les Ramones font trembler New York avec leur punk rock légèrement teinté d'inspiration wilsonienne, la scène punk californienne fait son bout de chemin, avec par exemple The Screamers, Black Flag, Bad Religions ou même The Germs, où l'on retrouve Pat Smear. Vous savez, le guitariste d'un groupe super cool, les Foo Fighters. Mais aussi The Runaways qui viennent de cette région, un des premiers groupes féminins dont la leaduse n'est autre que Joan Jett. Vous savez, elle. Bref, le punk rock vit une belle vie en Californie et va continuer à prospérer dans les années 90, avec des groupes devenant de plus en plus populaires, brisant avec le caractère underground ébloui par le mainstream. C'est l'avènement du pop-punk des années 90 et 2000, avec des groupes comme Green Day, The Offspring ou même Blink 182.
Et alors que le punk rock s'échappe des caves californiennes, un autre genre en fait son nid douillet, le hip-hop. D'abord, dès les années 80, pendant l'émergence du genre dans les rues new-yorkaises, les Californiens vont s'en emparer comme le rappeur Too Short, avec son titre Freaky Tales. Mais c'est aussi et surtout au genre très controversé du gangsta rap que le rap californien doit son succès, avec par exemple le collectif des Niggas with Attitudes, composé de Dr. Dre, futur producteur de Eminem et grand prédicateur de la G-Funk, Ice Cube, Eazy-E, DJ Yella et MC Ren, notamment avec l'album Straight Outta Compton qui s'offre le titre de premier album de gangsta rap. D'ailleurs, le hasard fait bien les choses et si ça vous intéresse, un film sur la NWA est sorti cet été. Et aussi un nouvel album de Dr. Dre. Voilà. Ça, je vous tiens au courant les amis. Vous pouvez compter sur moi. Mais le rap californien sera finalement sublimé par un des rappeurs les plus respectés de l'histoire, Tupac, qui fuyant la côte Est et ses problèmes avec Notorious Big et Puff Daddy, fonde avec des rappeurs comme Warren G et Snoopy Doggy Dogg au sein du Death Row Records, le front de la côte Ouest. Et quand je dis le front, c'est le front, hein. C'est-à-dire que ça y allait à grands coups de clash, mais aussi à grands coups de fusil. Hein. Un peu pas comme La Fouine et Booba. En fait, ça ira tellement loin que Tupac et Notorious Big finiront tous les deux par mourir d'arrêt cardiaque, causé par une balle. Si vous voyez ce que je veux dire. N'empêche, sur ce fond de rivalité, le gangsta rap et la scène hip-hop en général en Californie deviennent de plus en plus populaires et vont marquer la région. Mais revenons à un peu plus de rock'n'roll, voulez-vous ? Bien que dans les années 90, ce ne soit ni la Californie, ni New York qui soit la capitale du rock, ce rôle revenant à la ville de Seattle, qui avec des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains occupe bien assez les charts, la Californie ne va pas disparaître de la carte pour autant. Et son histoire composée de sons en tout genre va donner naissance à des groupes hybrides qui additionneront les différentes influences pour produire un son très éclectique qu'on qualifiera de rock alternatif. Des tas de groupes à guitare émergent donc de la région, dont certains directement depuis le désert californien. C'est toute la vague du stoner rock dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Josh Homme. Voilà. Et donc, tout comme les groupes psychédéliques des 70s, de funk des années 80, du hip-hop et du stoner rock, alors que le chant rappé fait gentiment s'ennuyouiller chez ces groupes, ils vont donc accorder une importance spéciale à la basse. Et il y en a qui me voient venir. Je sais qu'il y en a qui me voient venir. C'est ce qui nous amène au funk rock des Red Hot Chili Peppers, formé dans les années 80. Malgré la mort tragique de leur premier guitariste, le groupe composé de Kiedis au chant, Motherfucking Flea à la basse, Frusciante à la guitare et de Smith à la batterie sort en 1989 son album Mother Milk avec le single Higher Ground. Et bon, c'est de la bonne quoi. S'en suivra des titres comme Danny California ou même Californication qu'absolument tout le monde connaît sur la terre entière. Mais ce ne seront pas les seuls à mélanger tout ça. Incubus fera de même en poussant même encore plus loin le rapprochement avec le hip-hop, en utilisant des sons de platine, tout en poussant la disto sur les grattes pour atteindre un son aussi plus métal. Et le groupe Rage Against the Machine poussera la fusion jusqu'au bout pour donner naissance à un des albums éponymes les plus cool de tous les temps. En même temps, avec un guitariste aussi badass que Tom Morello, un bassiste aussi groovy que Tim Comerford, un batteur aussi cool que Brad Wilk et un parolier comme Zach de la Rocha, tu peux que faire quelque chose d'exceptionnel, hein. Donc bon voilà. Cet album est donc un parfait mélange entre la funk, le rap et le rock, avec en prime des paroles piquantes qui transforment le groupe en phénomène. Et vu qu'à partir de là on s'est rendu compte que le rap et le métal faisaient bon ménage, pas mal de groupes vont voir le jour, dans cette optique-là. Des groupes comme Korn ou Linkin Park. Ce qui va donner le jour à un genre qui a certainement cimenté le plus nos oreilles de fans de rock nés dans les années 90, le nu metal. Le genre propose une fusion plus accessible entre le son rock et le hip-hop, et va connaître un succès planétaire. C'est pas pour rien que tout le monde connaît Linkin Park. Seul bémol, le succès du nu metal et sa fusion peut-être trop superficielle entre deux genres quand même bien différents vont soulever de grosses critiques bien fat. D'un côté, les métalleux vont bouder parce que leurs copines voudront aller à des concerts de nu metal, écouter des musiques aux structures assez simples et dépourvues de solo, alors que eux rêvent d'une musique avec un solo en mixolydien à 200 BPM. Voilà. Et les fans de hip-hop, quant à eux, vont plus vraiment se reconnaître dans ces nouveaux groupes, hein, qui soulèvent pas exactement les mêmes questions sociales que les vrais rappeurs, et qui des fois les imitent presque à en devenir totalement ridicule, ou à en devenir totalement ridicule, en fait, clairement. Heureusement, pour les plus difficiles d'entre nous, la Californie n'a pas seulement pondu du nu metal.
On retrouve aussi des groupes de métal alternatifs comme les 2 projets de Maynard James Keenan, tous les Perfect Cycle, mais aussi Jane's Addictions, Deftones ou même System of a Down, qui reste encore aujourd'hui un des groupes de métal les plus populaires du monde. Ce qui est intéressant avec ce groupe d'Arméniens californiens, c'est que bien que proche du nu metal, dans le sens où il arrive à Serj Tankian de rapouiller un peu, c'est que contrairement aux autres, leurs titres sont bien déstructurés et il leur arrive de faire preuve de pas mal de virtuosité. Autant à la guitare de Daron Tankian qu'à la basse de Chavo Dadjian et à la batterie de John Don... Oh putain de nom d'arménien à la con. Au-delà de la sphère métallique, le rock moins énervé connaît lui aussi le succès. D'abord avec les groupes de pop-punk comme Blink 182, Green Day ou The Offspring dont j'ai parlé précédemment, mais aussi avec The Weezer et le rock indé grungy, le rock bruyant et baveux des Black Rebel Motorcycle Club, ou même le pop surf rock hyper californien de Smash Mouth. Et j'en passe beaucoup. Bref, il se passe un paquet de choses dans cette région des États-Unis, et ça amène du monde. Ça tombe bien parce que la région foisonne de festivals, comme le festival légendaire de Coachella, où se retrouvent des tas d'artistes pour y interpréter leurs titres devant des tas de gens se battant tous contre les putains de coups de soleil. Mais les artistes ne se déplacent pas en Californie seulement pour jouer, mais aussi pour y chercher l'inspiration, et même y enregistrer, comme les Arctic Monkeys pour Suck It and See, Nirvana pour Nevermind, Johnny Cash, Nine Inch Nails, Wolfmother, ils ont tous enregistré au studio de Sound City. Un studio légendaire dont notre bonne vieille rockstar légendaire aussi a réalisé un documentaire, que je vous conseille ardemment. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo là pour vous laisser aller apprécier ce documentaire. Et j'espère que l'espace d'un quart d'heure, j'ai réussi à vous faire oublier la triste réalité que nous on habite en France, qu'on est en septembre et que bientôt il va faire froid. Et si vous trouvez que cette vidéo vaut le coup, vous pouvez la partager avec vos amis, ça me ferait super plaisir. Et comme ça, ils sauront où partir en vacances l'année prochaine. Avec vous pourrez partir ensemble comme ça. Ou séparément, vous faites ce que vous voulez, mais comme ça tout le monde sera au courant qu'en Californie, il y a de la bonne musique. Et si vous avez d'autres groupes californiens à conseiller dont je n'ai pas parlé, vous pouvez le faire dans l'espace des commentaires, c'est là pour ça. Et donc voilà. Et donc je vous laisse, et j'espère que vous passerez un bon mois de septembre quand même. Ciao.